Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait la preview du 6 Nations féminin et on va parler de toute l'importance qu'a ce tournoi avant la Coupe du Monde. Avant de commencer, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour que je continue à faire des vidéos, que ça me rapporte des revenus et que je puisse être entièrement indépendant. Merci beaucoup. Et on se retrouve également en commentaire si vous avez des remarques, des questions ou quoi que ce soit dont vous voulez discuter. Évidemment, vous pouvez me retrouver aussi en DM sur Insta, TikTok, Twitter. Bref, partout. Bon, on va commencer par, non pas le groupe, parce que ça fait un bail qu'il est sorti. Ce qui va être plus intéressant de traiter, ça va être la composition d'équipe du 15 de France. Et on voit qu'aujourd'hui, la compo a quand même changé sur deux trois trucs par rapport à ce qu'on avait eu avant, depuis le début du mandat Mignot-Ortiz. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est derrière. Derrière, pourquoi en 10, on avait toujours l'habitude d'avoir Lina Queiroy en 10 et en 15, c'était généralement Émilie Boulard. Là, on a changé complètement. On passe à Arbez en 10, qui a été longtemps demandé, et on se demandait même pourquoi elle n'avait pas été là avant. Et ensuite, en 15, Morgane Bourgeois. Pour moi, c'est une très très bonne chose, ces deux joueuses qui sont un peu symbiotiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent très bien ensemble. On l'a vu encore une fois, alors on l'a vu toute la saison, mais on l'a vu encore une fois lors du Stade Toulousain UBB, Stade Bordelais, qui avait eu Ernest Vallon il y a quelques semaines. Et ces deux joueuses, en fait, qui ont une compatibilité dans le jeu, c'est-à-dire que Arbez et Bourgeois ont déjà dans le jeu un jeu au pied extrêmement bon. Bourgeois de la longueur, c'est vraiment très très bon, notamment au haut niveau où il faut toujours essayer de repousser au plus longtemps, le plus loin l'adversaire. Et Arbès, pareil, on a vu, il y a eu des reportages il n'y a pas longtemps, elle avait pris Benoît Trémoulinas en coach pour bosser son jeu au pied et ça se voit. Ça se voit qu'elle a un meilleur jeu au pied aujourd'hui. Et je pense que ça affecte aussi la vision qu'ont les coachs d'elle, parce qu'aujourd'hui, si elle est propulsée titulaire, c'est pas un hasard. Pour le reste de la compo, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, il y a les blessures de Kalfaoui et de Romane Ménager. Kalfaoui, je crois qu'elle devrait revenir durant le tournoi. Et pour Romane Ménager, elle est en réathlétisation avec le 7 de France en ce moment, donc on devrait la voir revenir pour la dernière ligne droite. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette compo? Socha titulaire et Brossos, c'est la logique désormais. Feleou, Fall Raclo, pareil, c'est la deuxième ligne qu'on a l'habitude de voir. Fall qui va être très très importante dans ce tournoi. Pourquoi? Parce que c'est la grosse porteuse de balle. C'est une puissance, Madou Soufal. C'est aujourd'hui, face à des équipes comme l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer. C'est une joueuse extrêmement importante, donc dans le port de balle, mais aussi dans l'impact physique, dans le duel des collisions. Et on sait que notamment face à l'Angleterre, tu peux pas te permettre de perdre des collisions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit sur Madou Soufal ou que ce soit sur le pack français complet, on a quand même un gain de puissance. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. Avant, on avait l'habitude d'avoir des numéros 7 et des numéros 6, des troisième lignes globalement, qui étaient assez fines. C'est-à-dire les Gaël Hermé, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'est pas là dans le groupe, on va en reparler, mais des Gaël Hermé, des Marjorie Mayence. Et là, on est sur un paquet d'avant qui est fait pour gagner la collision physiquement. Feleou, Falraclo, Théani Feleou qui peut jouer centre aussi, ça c'est intéressant, mais qui joue 8 aujourd'hui, qui est titulaire en 8. Escudero, pareil, qui fout des rentrons terribles. Okemba, qui a aussi un très très gros physique similaire à Madoussou Falraclo. Donc on voit que du 4 au 8, on essaye concrètement de rajouter de la puissance. Et cette puissance, bon, ça va pas être complètement nécessaire face à des nations comme l'Écosse, le Pays de Galles, des nations comme ça. Mais déjà contre l'Irlande, ça va être important parce que l'Irlande s'est aussi grandement améliorée récemment. Des joueuses comme Erin King, comme Off-Wafer qui sont très très intéressantes. Derrière, il y a des joueuses comme Emily Murphy-Crow. Alors, c'est plus son nom aujourd'hui, je l'ai oublié, elle a dû se marier, mais j'ai plus son nom. Mais Emily Murphy-Crow, voilà. Ça finit par On, je crois, le nom. Mais voilà, des joueuses, c'est une équipe qui, aujourd'hui, l'équipe de France, doit apprendre à détruire, doit apprendre à jouer physiquement. Et c'est en ce sens qu'à mon sens, il y a des joueuses qui sont de plus en plus imposantes physiquement, de plus en plus puissantes, de plus en plus gagnantes de collisions. Et ça se voit même sur le banc avec Axel Berthoumieux, qui elle aussi est une troisième ligne extrêmement puissante. Et puis enfin, on a Léa Champon sur le banc qui termine le banc en 5-3, on va en reparler. Mais Léa Champon, très 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 bon profil de troisième ligne. C'est un peu le profil Marjorie Mayence.
on a parlé du fait qu'il fallait réarmer un peu le paquet d'avant physiquement, mais Léa Champon dans les rucks, c'est chiant, dans les plaquages, c'est dur, dans les grattages, c'est bon. Donc à mon sens, Champon pour une rentrée, enfin une sortie de banc, c'est aussi très intéressant, dans ces 20-25 dernières minutes, où ça peut faire mal. Pour le banc en 5-3, on va y passer rapidement. Bigot, Mayembe, Joyeux le retour, ça c'est intéressant. Elle avait été, très bonne. Moi je l'avais dernière fois que je l'avais vue, alors elle avait dû faire des groupes après. Moi j'avais connu en quand j'avais fait la coupe du monde en Nouvelle-Zélande. C'est une joueuse très intéressante, pilier droit pardon, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Donc ça va être intéressant de la revoir. Je crois qu'elle avait eu des blessures. Champon et Bertoumi, on en a parlé. Chambon, qui est désormais la numéro 2 derrière Bourdon-Sansus. En numéro 22, Lina Kérois, qui du coup est remplaçante, qui apporte cette polyvalence déjà en 10-15. Elle peut jouer les deux postes. Elle a joué ça avec le 15 de France ou le Stade Toulousain. Et Émilie Boulard, qui elle peut couvrir le poste d'ailier droite, gauche et 15. Donc ça peut être voilà, un banc polyvalent en dehors de Chambon qui couvre uniquement le poste 9, peut-être 10, je sais pas, mais c'est vrai que comme c'est assez difficile de regarder l'élite 1 de nos jours, hormis quand c'est pas Canal et les clubs qui prennent la responsabilité de le diffuser, c'est assez dur de se renseigner. C'est pour ça que j'aurais aimé faire plus long comme preview, mais malheureusement je fais avec ce que j'ai vu cette saison pour m'être déplacé sur certains stades. Pour le banc, on a parlé. Moi, je vais parler du groupe maintenant. L'absence de Gaël Hermé, moi, ça m'interroge un peu parce que même si tu as envie de réarmer physiquement ton paquet d'avant, je trouve qu'une joueuse comme Gaël Hermé, dans le même profil que Léa Chambon, c'est quand même un sacré chien, Gaël Hermé, sur le terrain. Ça plaque, ça gratte, c'est chiant. Enfin, et elle a des mains en plus. Et pour l'avoir vu récemment avec le Stade Toulousain, je suis pas sûr qu'elle n'ait plus le niveau international. Enfin, c'est pas comme si elle était en pré-retraite, hein, c'est pas Mamie Hermé, mais elle a 28 ans et je vous avoue que dans une équipe qui devient de plus en plus jeune, un profil comme Gaël Hermé pour refoutre du leadership, je vous avoue que ça m'aurait pas dérangé. Voilà. Pour le reste du groupe, il y a des joueuses super intéressantes. Taina Maka, qui est un phénomène slash révélation du FC Grenoble. Inaïka Egui, dans cette logique de réarmer physiquement, qui est une deuxième ligne extrêmement bonne, qui joue au Stade Villeneuve, Lille Métropole. Et puis après, pour le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire voilà, Bernadou titulaire à droite, qui, en l'absence de Kalfaoui, qui est normalement la titulaire. Pour le reste, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Je regarde le groupe pour savoir s'il y a des trucs que j'ai retenus, que je me suis noté. Chiara Zago aussi au niveau, j'ai vraiment envie de la voir à un moment ou un autre parce qu'avec sa hauteur en touche, ça peut être extrêmement précieux dans un secteur où la France n'a pas été non plus impériale. Voilà, au niveau international, peut-être qu'elle fera un banc, ce sera intéressant de la voir à ce moment-là. Pour les arrières, on voit quand même qu'il y a une espèce de colonne vertébrale bordelaise. Montserrat Amédée, Carla Arbez, Morgane Bourgeois, Nassira Condé. Voilà, c'est des joueuses bordelaises qui sont extrêmement bonnes et qui performent cette saison, puisque le Stade bordelais roule sur l'élite 1. Enfin, roule, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, avec un paquet d'avant aussi important. C'est assez intéressant. Et pour le reste de la compo, pas pour le reste de la compo, pour le reste du groupe. Non, bah après, globalement, individuellement, toutes les joueuses sont talentueuses. Il y a vraiment de l'exceptionnel dans ce groupe. Mais le problème, c'est que collectivement, on l'a vu au dernier One 15, ça va pas. Ça va pas collectivement. Ça coince défensivement. Il y a des positionnements où on se demande pourquoi il n'y a pas de redistribution sur certaines actions, sur certains regroupements. Ça manque de fluidité, ça manque de communication. Il a manqué quelque chose, clairement, sur ce dernier Women 15. C'est pour ça que c'est interrogatif d'avoir un niveau aussi mauvais pour l'équipe de France, qui est censée être la deuxième slash troisième nation mondiale avec la Nouvelle-Zélande. Maintenant, elle est quatrième derrière le Canada qui s'est rajouté, qui, eux, ont réellement progressé depuis la dernière Coupe du Monde, qui ont foutu les bouchées doubles. Elles ont des joueuses exceptionnelles, les Canadiennes, et c'est logique qu'elles soient passées troisième nation mondiale. Pour l'équipe de France, c'est clairement en dessous des standards. Pourquoi je dis ça? Alors évidemment, parce que c'est pas parce que forcément Chauvin, etc., l'équipe de France doit mieux produire, mais c'est parce que quand on regarde individuellement, les joueuses sont très très intéressantes, je l'ai dit encore une fois, et quand on voit ce que produisent les clubs, le Stade Bordelais typiquement, quand on voit la cohésion qu'il y a dans ce groupe, la puissance des avants, pareil le Stade Toulousain, la cohésion, il y a des clubs comme Blagnac, comme Grenoble, comme Clermont qui sont très intéressants.
Et pourtant, en équipe de France, malgré ces espèces de blocs de joueuses, il doit y avoir 6-7 bordelaises, 6-7 bagnakaises, je crois qu'il y a 6 joueurs toulousaines, on sent pas encore, même pas cette perfection dans le collectif, mais cette sérénité de se dire que même quand ça va pas, ça va quand même. Et pourtant, je demande pas collectivement à ce qu'elles battent les Anglais 50-0, mais juste qu'on sente un peu de sérénité, que ce soit pas tout le temps la panique comme ça a pu être, le cas dans le 1-15. Et sur ce plan-là, ouais, il y a un très, très grand virage sur ce tournoi destination parce qu'il y a pas vraiment de match de préparation avant la coupe du monde. Je crois qu'il y en a un face à l'Angleterre, mais ça va pas être aussi, grand, enfin, comme préparation que ce qui avait été fait, par leurs homologues masculins avant la coupe du monde. Il y avait eu 4 matchs de préparation. Là, je crois qu'il y en a qu'un. Alors peut-être qu'ils sont pas encore programmés, il y en aura d'autres, mais auquel cas c'est bien. Mais là, ce 6 Nations, c'est censé être la dernière marche pour se faire les dents, pour se faire les chicots, pour se dire c'est bon, on a tout qui. Enfin, on a collectivement, on a donné le ton, on sait ce qu'on doit faire durant la Coupe du Monde. Simplement avoir des certitudes. C'est pour ça que ce 6 Nations est extrêmement important déjà pour le 15 de France, mais aussi pour les autres équipes. On va en parler rapidement. Mais pour cette équipe de France, voilà, je dirais pas que c'est ça passe ou ça casse, mais si tu finis ce 6 Nations avec uniquement une défaite, style un peu accroché, où tu perds de moins de 15-20 points face à l'Angleterre, où il y a eu du combat, où certes tu perds, mais il y a eu du beau contenu, ben, ça va apporter des certitudes extrêmement importantes plutôt que si tu vas que contre l'Irlande, tu gagnes d'un point parce que tu fais des matchs pourris face au Pays de Galles, tu te reprends peut-être un peu face à l'Écosse, tu fais un match moyen face à l'Italie et tu te fais démonter la gueule par l'Angleterre. Voilà, il y a deux scénarios. J'espère que ce sera le premier, celui où le contenu est intéressant. Pour le reste, voilà, c'est les grandes interrogations sur cette équipe de France. Je suis en train de réfléchir à s'il y a d'autres choses à dire, mais globalement, non, ça va être aussi une grande épreuve pour les coachs. On va pas, voilà. Je sais pas si la part revient un peu à eux ou aux joueurs sur le dernier One 15, mais ils sont censés pouvoir remobiliser ce groupe, d'autant que c'est pas un groupe, j'ai encore dit, c'est pas un groupe dépourvu de talent. Donc eux aussi vont avoir leur importance dans la remobilisation et peut-être dans un très bon tournoi à destination. On verra. Pour les autres équipes, qu'est-ce que je peux vous dire? L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Alors il y a eu la première compo tout à l'heure, je vous la montre rapidement. Je vais me la mettre sous les yeux aussi du coup. Ce qui est intéressant avec l'Angleterre, c'est que il n'y a pas Kildune. Alors elle est sur le banc, mais je crois qu'elle revient de blessure, Kildune. Donc à surveiller. Pour le reste, c'est un banc monstrueux. Enfin, franchement, alors, on va parler de la compo, mais c'est un banc monstrueux. Des Campbell, Botterman, Byrne, Ward, Kabeya. Honnêtement, le 5 de devant est titulaire dans n'importe quelle autre nation, tellement c'est exceptionnellement bon. Pour le reste de la compo, on voit que le triangle arrière est un peu alors, c'est pas Abido, c'est pas Breach. Donc, il y a peut-être un peu moins d'expérience sur ce troisième rideau, mais bon, c'est pas non plus nul. Pour le reste, Oli Hutchinson, qui est habituellement 10, a été décalé en 12 pour mettre Rowland. Scarratt, qui est titulaire en 13. Lucy Packer, titulaire en 9, en l'absence. Attends, j'ai un doute. Est-ce qu'elle a pris sa retraite ou est-ce que c'est une absence de Natasha Hunt? J'ai un doute, il faudra que je vérifie. Je vous le mettrai peut-être dans la bio. Et pour le paquet d'avant, après, en fait, le paquet d'avant de l'Angleterre, au niveau international, c'est l'équivalent du paquet d'avant du Stade Bordelais au niveau national en Élite 1. Voilà. Il y a tellement une classe d'écart que, enfin, réussir à décaler Alcroft en 6 pour mettre techniquement des meilleures joueuses avec Galligan et Yves Campion en 4 et 5, c'est assez impressionnant et ça fout un peu les jetons. Marley Packer, pareil, c'est un tank avec des bras, quoi. Et Madi Fenouati, qui est très très intéressante, que je vous conseille de surveiller. Ah oui, je reviens en fait sur un truc sur l'Angleterre, sur la France. Les deux joueuses à surveiller, ça va être Léa Champon pour les avants et ça va être du coup Carla Arbez pour les arrières. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et pour le reste, voilà, je voulais surtout parler de l'Angleterre parce que c'est techniquement notre grand rival. Je vais vous parler un peu de l'Irlande, mais l'Angleterre, à Twickenham, le truc c'est que tu vas arriver à Twickenham,
c'est pas comme le 6 Nations féminin, cette année, c'est pas comme le 6 Nations masculin où tu as une pause entre la deuxième et troisième journée et troisième et quatrième. Là, il y a uniquement une pause entre la deuxième et troisième, ce qui fait que sur les 3 derniers matchs, c'est une ligne droite, c'est une rampe de lancement qui va être extrêmement révélatrice pour l'équipe de France, notamment en vue du rythme et de ce que ça va donner en Coupe du Monde où tu vas enchaîner les matchs, où tu vas enchaîner les matchs, où tu vas enchaîner les matchs. Donc à voir ce que ça va donner face à cette équipe d'Angleterre, toujours dans ce que j'ai dit avant, du contenu, du contenu, du contenu. Et pour le reste, l'Irlande, très dangereuse aussi. J'en ai parlé un peu avant avec les Kings, les Woif. C'est une équipe extrêmement dangereuse et c'est, je pense, le pire truc possible en premier match. Ça ressemble vraiment à un piège. Cette équipe irlandaise qui a battu la Nouvelle-Zélande, qui a fait un 1-15-1 extrêmement impressionnant en automne dernier. Honnêtement, voilà, dès l'entrée, en fait, c'est un piège. On va voir comment l'équipe de France va réagir. Pour le reste, l'Écosse, le Pays de Galles, je les mets un peu au même niveau parce que c'est des équipes qui, pour des raisons diverses, le Pays de Galles, c'est plutôt pour des raisons administratives, l'Écosse, c'est plutôt pour des problèmes de ressources. C'est-à-dire que bah, le pool de joueurs, enfin le groupe de joueurs, de joueuses au niveau international en Écosse, pardon, est pas exceptionnel, ce qui fait qu'il y a toujours des difficultés d'abord pour monter un collectif qui tient les matchs et pour avoir un banc intéressant qui apporte des choses sur les 30 dernières minutes. Et ça se ressent toujours un peu avec l'Écosse, malgré une ligne arrière qui est vraiment intéressante avec des joueuses comme Rona Lloyd, qui sont vraiment pas mal. Pour le Pays de Galles, ça a toujours été des problèmes administratifs, enfin des problèmes internes, extrasportifs, on va dire, où bah là, ils ont changé de coach, donc ça pourrait peut-être être un peu mieux. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, il y a toujours eu des petites emmerdes. Au dernier Women 15, leur fédération les avait menacés de les retirer du Women 15 s'ils ne signaient pas un nouveau contrat de travail qui était moins bon que celui d'avant, de ces genres de merde où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là apparemment bah, ça s'est réglé, la fédération a pris sa faute, a pris la responsabilité, elles ont un nouveau sélectionneur, donc ça pourrait être beaucoup mieux que ce qu'elles avaient fait l'année dernière. Et enfin l'Italie, je vais vous expliquer les groupes que je fais. En haut on a l'Angleterre, juste en dessous, en dessous on a la France, en dessous on a l'Irlande qui se rapproche de la France, et ensuite on a l'Italie qui est entre l'Irlande et le Pays de Galles et l'Écosse. Et du coup cette équipe d'Italie, elle est intéressante, mais par contre elle a montré des choses aux dernières Six Nations pas ouf, vraiment pas ouf. Là où le Win15 a été peut-être un peu meilleur, mais l'Italie, voilà, je les mets entre l'Écosse et le Pays de Galles et l'Irlande, mais ça peut très bien être en dessous et terminer sixième. Donc c'est un peu l'équipe interrogative. Je sais pas trop quoi en penser de cette équipe italienne. Il y a des joueuses intéressantes, des Sgorbini, des Rigoni, j'en oublie une ailière, Dinka. Il y a des joueuses super intéressantes, mais ça manque de continuité. Donc voilà, je suis un peu interrogatif sur cette équipe italienne, je sais pas trop où les mettre. Mais voilà, pour le coup, c'est un peu ma preview de ce Six Nations. Alors, vous pourrez déjà vous abonner à cette chaîne parce que c'est super important. Vous pourrez aussi aller suivre la chaîne Twitch du Six Nations où je fais des live Twitch avant chaque week-end de match. Alors, j'en ferai pas un sur la semaine, le deuxième week-end parce que je serai à Hong Kong pour le Sevens. Mais franchement, regardez ce Six Nations féminin. Honnêtement, aujourd'hui, c'est la meilleure chance d'ouvrir une réelle fenêtre pour le développement du rugby féminin, en fait. L'Elite 1, c'est bien, il y a des matchs sur Canal, mais ça n'a pas encore le potentiel pour réveiller les gens. Là où le Six Nations s'est diffusé sur France 2, il y a une réelle fenêtre, d'où, à mon sens, la responsabilité, un peu comme l'équipe de France sur le développement du rugby féminin. Tu montres des belles choses, les gens vont t'aimer. Donc, à mon sens, c'est un peu comme dans la logique de ce que j'avais dit sur le dernier One 15. Et c'est pour ça que c'est dur pour les joueuses, de mon point de vue. C'est-à-dire que pour les joueuses du 15 de France, en plus d'avoir le fardeau de jouer, d'être international sans vraiment les moyens en club pour se maintenir au très haut niveau, comme les mecs, toute la saison, elles ont cette responsabilité supplémentaire d'être le visage, entre guillemets, du développement du rugby féminin. Et quand on voit les conditions d'entraînement ou les conditions de match de certaines équipes en Elite 1, on se dit forcément que c'est plus compliqué d'avoir une saison et une athlétisation aussi complète que les mecs.
Donc voilà, regardez le rugby féminin, regardez le 6 Nations féminin, renseignez-vous aussi pour aller voir des matchs en Elite 1. Aujourd'hui, il y a des clubs d'Elite 1 à Rennes, Bobigny, Lille, Lyon, Grenoble, Clermont, Bordeaux, je l'ai fait de tête, Toulouse, Blagnac, j'en oublie un, Rennes aussi. Et je crois que j'ai tout bon. Il y a aussi des matchs en Elite 2, mais voilà, renseignez-vous, Elite 1, Elite 2, même la fédérale si ça vous intéresse. Et voilà, allez voir des matchs de rugby féminin, regardez les matchs de 6 Nations sur France 2, pensez à vous abonner à cette chaîne parce que j'essaierai de faire un débrief après tous les matchs du 6 Nations féminin, après chaque week-end en gros, comme j'avais fait pour les mecs. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Bonne soirée, bonne journée. Et abonnez-vous encore une fois, c'est super important pour mon indépendance que j'ai dit avant.